Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. Vous êtes, ça commence bien, vous êtes député de la France Insoumise, effectivement, et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage, Passeur de monde, on va en parler dans un instant. Vous proposez notamment des solutions pour l'école de la République, vous connaissez bien le sujet puisque vous avez co-dirigé la FCPE, le principal syndicat de parents d'élèves, et vous êtes aussi donc un député de Paris, Paris qui est une de ces collectivités qui ont décidé de s'opposer par les actes à la récente loi sur l'immigration qui vient d'être votée, qui n'appliqueront pas ces communes, ces collectivités, ces départements, les dispositions de la loi. Est-ce qu'elles en ont le droit? Est-ce qu'elles peuvent le faire, ces collectivités? D'abord, c'est tout à leur honneur de le faire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, des personnes en fragilité, qui nécessitent qu'on prenne soin d'eux et prenne soin d'elles, en particulier les enfants. Il y a des enfants à la rue à Paris. Et vous savez, il y a des maires aujourd'hui qui résistent à la loi, par exemple, celles qui sont obligées de construire du logement social avec la loi SRU, qui ne l'appliquent pas et qui paient même des amendes pour cela. Donc oui, les maires sont élus pour ça. Mais lorsqu'une loi est même contestée, même critiquée, lorsqu'elle est votée par l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle ne s'applique pas à tous les citoyens sur tout le territoire? Encore une fois, il y a des maires qui la dérogent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les villes déjà mettent en place ce qu'on appelle des politiques volontaristes, c'est-à-dire qu'elles vont au-delà de la loi pour prendre soin des habitants qui sont sur leur territoire. Et c'est bien normal de le faire. On voit là les départements qui donc refuseront d'appliquer certaines dispositions, notamment la conditionnalité des prestations sociales. Si demain, la gauche était au pouvoir et que des collectivités dirigées par la droite refusaient d'appliquer des lois votées par le Parlement, est-ce que vous diriez la même chose, monsieur Arenas? Je vous dirais la même chose, elles le font déjà. Vous avez des maires aujourd'hui, de droite notamment, qui refusent de construire des écoles publiques alors qu'elles ont l'obligation de le faire, parce qu'elles favorisent le privé. C'est d'ailleurs pour cela qu'un maire est élu, pour faire une résistance, j'ai envie de vous dire, par rapport à ses convictions. Mais moi, je suis sur le droit universel, sur la tradition de terre d'asile de la France, qui ne laisse personne sur le carreau, et c'est bien cela aujourd'hui qui est en question. Et ça doit dépasser ce que votent les députés, qui sont en principe quand même l'émanation de la représentation nationale et donc du peuple. Aujourd'hui, la loi existe, elle est censée être appliquée, mais il arrive d'avoir des résistances. D'ailleurs, ça a été l'histoire de notre pays. Vous avez eu des lois qui ont été votées, j'ai pas envie de godwiner l'histoire en rappelant des pages sombres de notre histoire, mais il y a des préfets notamment qui ont décidé de ne pas appliquer la loi dès lors qu'elle portait atteinte au droit international. Vous ne voulez pas godwiner en parlant du point Godwin, mais enfin, vous faites donc un parallèle entre les lois de Pétain, en quelque sorte, et ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même... Je fais un parallèle dans la mesure où il y a aujourd'hui des articles de loi dans la loi immigration auxquels vous faites référence, qui sont aujourd'hui attaqués en constitutionnalité par le président de la République lui-même, mais qui sont d'ailleurs contraires au droit international. Donc il y a des maires qui sont en droit, le temps d'attente, de prendre soin des habitants qui sont dans leur ville, notamment aux approches de fête de l'ON, avec le froid qui arrive et qui va mettre des populations entières en loi de différation. Absolument, c'est pas appliqué tout de suite. Donc nous sommes en résistance et c'est bien normal de le faire par rapport à cette situation. Résistance, désobéissance civile, comme dit la CGT, vous approuvez ce terme? Oui, ça arrive par les syndicats, ça arrive de le faire, mais ça arrive aussi pour les politiques. C'est notamment une tradition qui vient des États-Unis, notamment par rapport au droit civique, de faire en sorte de ne pas être volontaire sur une loi qui, contrairement, met en place une discrimination entre la population. C'est un terme que vous reprenez? Oui, ça m'est arrivé de le reprendre, y compris en tant que parent d'élève, quand les lois contrevenaient, à mon sens, aux droits des enfants. Par rapport à cette loi sur l'immigration, il a beaucoup été dit par la gauche qu'elle représentait une victoire idéologique du Rassemblement national. Emmanuel Macron s'en défend. Lui, il dit au contraire que répondre aux attentes des Français sur ces questions de l'immigration, c'est au contraire arrêter de nourrir, je le cite, ce qui fait le succès du Front National. Écoutez, dans ce cadre-là, j'ai envie de dire d'Emmanuel Macron qui révise un peu son histoire, parce que quand la peine de mort a été abolie en France sous le quinquennat de François Mitterrand, elle était minoritaire dans l'opinion. La question, c'est de prendre compte de ce que disent les gens, de ce que dit l'opinion publique, de ce que disent les habitants, nos voisins, nos voisines. Mais quand on fait de la politique, ça nous engage. Et aujourd'hui, le président de la République, en faisant cela, est en train effectivement d'ouvrir le pas à une banalisation des idées d'extrême droite qui étaient portées à l'époque par Jean-Marie Le Pen. Mais c'était quoi alors, selon vous, la finalité de cette loi? C'est vraiment d'épouser les idées de l'extrême droite? Vous ne pensez pas qu'il y a effectivement un problème de flux migratoire ressenti par nombre de Français qui ne sont pas forcément des gens d'extrême droite, comme vous dites? Alors ça dépend, c'est une loi qui s'adresse notamment aux étrangers, parce que vous savez, celles et ceux qu'on pointe du doigt, on va se le dire franchement, ce sont les ressortissants du Maghreb et ceux d'Afrique subsaharienne. C'est ceux-là qui aujourd'hui dans l'opinion publique font peur et sur lesquels on a entretenu un climat de peur. Mais vous savez, ces personnes sont légales en France, elles sont vos voisins, elles sont vos voisines, elles travaillent ici. Donc cette loi n'y changera rien? Elle n'y changera absolument rien. D'ailleurs, je mets au défi le président de la République de l'appliquer réellement, parce que les personnes qu'il pointe du doigt relèvent du droit français. Donc des lois existent déjà à ce titre-là, y compris la déchéance de nationalité qui est
mise en avant. La déchéance de nationalité existe, le gouvernement peut le mettre en œuvre à sa décision. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui vous voyez, c'est une loi qui flatte l'opinion, elle n'a pas d'emprise légale, elle n'a pas de faisabilité, j'ai envie de dire, nouvelle pour celles et ceux qui sont censés la mettre en œuvre, en l'occurrence le gouvernement. La gauche, en tout cas, s'est retrouvée soudée pour dénoncer ce texte. Est-ce que ça fait oublier les déchirements qu'on a connus depuis 2 mois et demi, depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement Hamas, notamment lorsque la France Insoumise, votre parti, a, à travers ses dirigeants, refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Vous l'avez fait, vous êtes singularisé. Vous n'étiez pas tout seul, d'ailleurs. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une unité retrouvée à l'occasion de cette loi immigration, et que sur le Proche-Orient aussi, vous parlez d'une seule voix? Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a été contesté, y compris dans votre camp. Écoutez, sur la première question, il me semble que la réalité de la vie politique, mais de la vie des Françaises et des Français, nous oblige à nous unir. La NUPES, moi j'ai été élu par des habitants qui ne sont pas seulement de la France insoumise, et à ce titre-là, on se doit aujourd'hui d'apporter une réponse face à l'extrême droite que vous venez de citer, mais aussi par rapport à la banalisation de ces idées au sein de la population. Pour ce qui concerne le Proche-Orient, il me semble qu'il y a une unanimité aujourd'hui dans notre pays pour dire que le droit international doit s'appliquer, et ce qui se passe à Gaza n'est pas de nature à apporter une solution de paix vous continuez à dire que le Hamas est terroriste, alors que Jean-Luc Mélenchon ne le fait pas et refuse de le faire. Alors, il l'a dit dernièrement et ça ne vous a pas échappé, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai écrit un texte dans ce sens-là. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'une organisation qui s'attaque à des civils utilise des actes terroristes dans sa méthode, mais y compris porte dans son idéologie des valeurs qui sont contraires à celles, en tout cas, de la France insoumise. On en vient à votre livre, Passeurs de monde, qu'on va voir à l'antenne. Un livre donc, dans lequel vous développez des solutions pour l'école, pour l'éducation, que vous voyez comme je vous cite, le socle d'une société plus harmonieuse, plus solidaire. Vous proposez des solutions très concrètes, l'école jusqu'à 18 ans, la fin du lycée professionnel et du lycée général, vous voulez un lycée unique. C'est un peu à contre-courant de la politique menée aujourd'hui, notamment par Gabriel Attal à la tête de l'éducation nationale. Écoutez, moi j'essaye de regarder l'école et l'avenir, pas dans une machine à remonter le temps qui s'est arrêtée dans les années avant le collège unique, avant le lycée pour tous, c'est-à-dire avant les années 60. Voilà. Hier, je discutais par exemple avec une dame assez âgée dans ma circonscription parce qu'on a fait un petit goûter de fin d'année. Elle me disait oui, mais l'uniforme c'était bien, mais l'uniforme n'a jamais existé en France. Donc c'est cette idée. La blouse a existé pour des raisons de protéger de l'encre, mais aujourd'hui, vous savez, on écrit au stylo bic ou à l'ordinateur surtout. Moi, ce que je dis surtout, c'est que aujourd'hui, face aux enjeux écologiques, face aux enjeux du numérique, face aux enjeux aussi des discriminations, on vient d'en parler, eh bien, il y a besoin que les enfants aillent plus longtemps à l'école, jusqu'à 18 ans, parce que la somme de connaissances et de savoir nécessaires est plus importante. Comme on est passé du 14 à 16 ans, on doit passer de 16 à 18, et d'arrêter de séparer le travail manuel du travail intellectuel. Les deux doivent être liés pour préparer nos enfants au monde qu'on leur prépare. Mais Rodrigo Arenas, la défense des savoirs fondamentaux, l'autorité des maîtres, le choix parfois du redoublement, vous en parliez peut-être de l'uniforme à l'école. Pourquoi, selon vous, ça va à rebours de ce qu'il faudrait pour l'école qui ne va pas si bien que ça aujourd'hui sans ces mesures? Mais aujourd'hui, tous les enfants ont besoin d'avoir une sorte de socle commun, une sorte de SMIC éducatif pour pouvoir comprendre le monde, se comprendre soi-même, comprendre les autres aussi. C'est à l'école qu'on apprend le vivre ensemble. Tous les sujets qu'on évoque, c'est aussi une faillite de l'école républicaine à pouvoir faire coexister en interdépendance des enfants qu'aujourd'hui sont dos à dos. On ne va pas se raconter d'histoire. Des maîtres, par exemple, l'irrespect, pour vous, c'est une non-réalité? C'est quelque chose d'important. Ça se passe à l'école, ça se passe dans les familles, ça se passe de façon générale quand des personnes contreviennent aux règles. J'ai envie de vous dire mais c'est pas un phénomène en expansion pour vous? Si, vous avez par exemple une première ministre qui vient vapoter dans l'hémicycle alors qu'on sait que c'est interdit. Et vous la comparez à des élèves de oui, parce de que collège, vous savez, l'hémicycle fonctionne, l'Assemblée nationale fonctionne un peu comme une salle de classe, donc avec une puissance tutélaire, une institutrice qui aujourd'hui est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui rappelle à l'ordre aussi les députés. Mais la différence, c'est que nous ne sommes pas des enfants. Donc à partir de là, eh bien, il convient de faire en compte que d'une façon générale, il faut réapprendre à vivre ensemble, à respecter l'autre aussi. Et ça se fait à l'école. Donc cesser de séparer les enfants à partir de la troisième entre les mauvais élèves qui vont dans le pro et les bons élèves qui font le général, c'est précisément un lieu dans lequel on peut apprendre à vivre ensemble, parce que nous avons une particularité en France, c'est que tous les enfants vont à l'école parce qu'elle est obligatoire. Donc c'est là que ça se joue et pas sur Twitter ou ailleurs. Donc vous êtes par exemple contre les classes de niveau, le fait que justement on retrouve des classes qui correspondent aux capacités des élèves ou aux possibilités des élèves selon leurs résultats. Vous voudriez
plus de mélange à l'école qu'il n'y en a aujourd'hui? Le mélange est nécessaire d'abord parce que c'est le pacte républicain, c'est le sens de la République et de la démocratie française. Par contre, d'avoir des classes dans lesquelles les enfants qui ont des difficultés soient pris en charge par des enseignants qui leur permettent de dépasser leurs difficultés, c'est une bonne chose. Mais faire des classes avec les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, ça, c'est ce que veut Gabriel Attal? Oui, c'est ce qui est clairement annoncé. D'ailleurs, on le voit sur Devoir fait. Devoir fait, ce qui était censé permettre aux enfants de travailler sur leurs difficultés n'est pas une réalité, puisqu'on sait très bien qu'au collège, un enseignant de français ne peut pas aider un élève qui a des difficultés en mathématiques. D'ailleurs, c'est ce que disent les parents d'élèves, c'est ce que disent les élèves eux-mêmes et qui pose un vrai problème. Si on veut en savoir plus donc sur ce que vous préconisez, on lit votre livre, Passeurs de monde, député citoyen, Rodrigo Arenas. Et je précise que les recettes de la vente de votre livre seront versées à l'association Mon Cartable Connecté, qui vient en aide à des enfants victimes de graves maladies. Exactement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est la suite de Télématin.